C'est un peu avec émotion ce matin que je fais une de mes dernières allocutions. Travailler ensemble, se concerter, se coordonner, échanger sont les bases solides du réseau que nous formons tous ensemble aujourd'hui. Nous avons le devoir, avec les outils et moyens qui sont les nôtres, d'œuvrer de toutes nos forces pour garantir aux consommatrices et consommateurs de stupéfiants comme aux personnes les plus précarisées et fragiles des conditions de vie dignes. Quand on s'adresse aux acteurs de notre dispositif d'accueil d'urgence, on se rend compte de la mission impossible à laquelle on fait face. Et je dois trouver des solutions face à l'impossible. Nous toutes et tous, pouvoirs publics, institutions et associations, devons sans relâche trouver et construire des solutions ensemble. Je prendrai comme exemple récent l'ouverture du bâtiment de Saint-Martin, résultat d'une collaboration fructueuse. Il réunit aujourd'hui de nombreuses prestations, auparavant éparpillées, mais qui donnent sens et caractère au projet social. C'est aussi l'espace de consommation sécurisé, dont il a fallu dépasser l'échec du refus populaire en 2007 pour repartir de la base, avec les bons partenaires et en s'appuyant sur les consommatrices et consommateurs. Les solutions se trouvent en apprenant les uns des autres, en s'inspirant des exemples et expériences qui se font ailleurs. La ville est le lieu où se manifeste le plus ouvertement la précarité. La ville attire parce que la ville promet. C'est donc logiquement dans les villes que l'on observe l'émergence de nouvelles problématiques en matière d'addiction et de précarité. Les villes doivent donc être à l'avant-poste des solutions. Elles ont la possibilité d'agir et de mettre en place rapidement des dispositifs. Durant ces mois marqués par le Covid, nous avons adapté le dispositif d'accueil aux contraintes sanitaires. Nous préparons aujourd'hui l'essai pilote sur la remise contrôlée de cannabis. Nous avons imaginé ce projet ambitieux, concret et pragmatique pour que ces résultats nous soient vraiment utiles. Il faut parfois oser pour faire changer les choses. Nous devons intégrer dans la recherche de solutions pérennes ces personnes précarisées. Continuons à nous inspirer, à imaginer des solutions nouvelles comme à continuer à adapter nos dispositifs et prestations. Je saisis cette occasion ce matin pour vous remercier toutes et tous de votre engagement et votre inlassable travail auprès de ces personnes marginalisées et fragilisées pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. J'ai eu énormément de plaisir à vous côtoyer durant ces 2 dernières décennies, à échanger et débattre avec vous pour construire la politique sociale lausannoise. J'aimerais également en particulier remercier Aline Bernard-Keller et Eliane Belzer qui ont mis sur pied cette matinée avec Relier, mais aussi parce qu'elles ne limitent pas leur action au cadre parfois étroit de leur description de poste. Dans ce monde toujours en mouvement de la précarité, elles ont su trouver rapidement des solutions provisoires ou pérennes au bénéfice de nos usagères et de nos usagers. J'aimerais également remercier Judith Beauvais, qui met en œuvre et développe la politique sociale de la ville, qui année après année apporte une aide aux plus fragiles et leur permet de conserver leur dignité et leur place dans notre société. Je suis enfin extrêmement heureux de pouvoir passer le flambeau à Madame Meuchler et ainsi laisser ce dicaster à une personne engagée depuis toujours pour les causes qui nous sont proches. Merci encore une fois à toutes et à tous et bon dernier colloque sur les addictions et la précarité. Merci. J'ai le plaisir et l'honneur de vous dire quelques mots sur le dispositif d'aide sociale d'urgence de la ville. La première chose que je voulais dire, c'était vraiment l'importance de l'intérêt, de l'engagement et de la détermination du politique, à la fois au niveau législatif, exécutif, au niveau communal et cantonal,
dans les problématiques sociales et puis ici évidemment dans les problématiques qui nous intéressent, à savoir les addictions et puis la précarité. Sans cet engagement, le financement n'est pas là et les choses n'avancent pas. L'importance de la compréhension des réalités et des besoins du terrain. La collecte d'informations et de données nous permet de développer nos connaissances et puis d'affiner justement nos compréhensions des problématiques. Évidemment, le financement, ça c'est la clé. Donc là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sans. La collaboration étroite, pour nous, en tout cas avec les autorités cantonales, elle est absolument centrale. L'importance des partenariats forts avec les associations, avec les fondations, avec les églises, avec le milieu médical. Sans le savoir, les connaissances, les valeurs, l'apport justement de ce milieu associatif, fondation, on n'avance pas, on n'a pas les moyens de faire les choses tout seul. Entre 2008 et 2019, on a eu un doublement du nombre de nuitées annuelles. Et puis si on prend l'année 2020, on a presque eu un triplement en fait de ces nuitées parce que c'était notre réponse aussi, enfin c'était l'élargissement du dispositif en réponse à la crise sanitaire. Ça c'est le nombre de personnes qui sont chaque soir refusées devant un hébergement. Depuis 2019, avec les propositions qui ont été mises en place, on a quand même un léger tarissement aussi de ce nombre de refus, même si malheureusement cette courbe elle existe toujours. Tout ce qu'on a mis en place a été fait en partenariat. On n'aurait jamais rien pu faire sans l'EMUS, Unisanté, Caritas, Point d'eau, Mère Sophia, Slipin, Marmotte, Médecins du Monde. Tout ça n'aurait jamais existé sans cet ensemble de partenaires. On a mis donc en place un dispositif d'hébergement de nuit accru. On a pu augmenter le nombre de lits jusqu'à 273 pour l'hiver, ce qui est davantage qu'un hiver normal où on a à peu près 220 places. Un des hébergements a été vraiment dévolu à l'accueil des personnes consommatrices, c'était le répit. On a aussi organisé pendant le premier confinement des hébergements qui étaient ouverts 24 heures sur 24 au printemps. En janvier 2021, on a adapté la stratégie et puis là, on a fait le choix en fait, d'ouvrir un grand espace d'accueil de jour, suffisamment grand pour que toutes les personnes qui avaient besoin d'être mises à l'abri en journée puissent venir 7 jours sur 7. On a vu aussi justement le besoin émergent de cette distribution alimentaire qui a pris aussi beaucoup d'importance. Je voulais juste encore finir avec... en ouvrant un petit peu la réflexion sur les perspectives. La première chose, je pense que c'est tout ce qui touche aux solutions de logement, de relogement, notamment pour les personnes soit qui ont des statuts précaires, soit aussi pour des personnes qui sont fortement désocialisées ou qui ont certaines vulnérabilités psychiques. Il y a aussi quelque chose à réfléchir sur les hébergements d'urgence répondant à des besoins spécifiques, que ce soit des consommateurs actifs, soit des personnes avec de nouveau justement des vulnérabilités psychiques, ou alors aussi la question de l'accueil spécifique des femmes. La troisième chose, c'est évidemment tout ce qui touche au renforcement de l'aide alimentaire. Je pense qu'il y a des choses à faire, et puis autour aussi de la coordination de cette aide. Le dernier point, c'est la question du soutien accru, à la fois peut-être en termes administratifs, en termes aussi de recherche de logement, pour les personnes qui sont sur le territoire lausannois depuis des années, mais qui sont soit sans papier, soit avec des statuts précaires. J'aimerais terminer en remerciant vraiment tous les partenaires qui œuvraient chaque jour avec nous, sans quoi tout ça, ça ne serait pas possible. Quand on parle de drogue ou de produits psychotropes, il faut distinguer plusieurs choses. Tout d'abord l'usage ou les usages que les personnes font de ces produits, les impacts sociaux et sanitaires de ces usages sur ces personnes, particulièrement pour les plus vulnérables, les lois aussi qui règlent le marché de ces produits, et puis l'impact qu'ont ces lois sur ces mêmes personnes. Il y a des inégalités selon les cultures et les époques, des inégalités contre lesquelles nous devons continuer à nous battre. Le regard que la société porte sur ces substances, elle est différente selon les cultures et elle évolue dans le temps. Certaines personnes développent une addiction à un ou plusieurs produits ou à un comportement. On le sait, l'addiction à certains produits peut donc engendrer des problèmes auxquels les villes doivent faire face. Et je pense que c'est à peu près toujours le même processus qui se met en place. C'est qu'une ville, elle expérimente, elle innove, elle cherche des solutions pragmatiques, elle cherche aussi des bases scientifiques pour trouver le meilleur chemin et proposer la meilleure solution, la solution qui soit la plus acceptable pour tous. Ici, je tenais à rendre hommage à Madame Lieberer, qui était pionnière du droit des femmes
et de la protection des consommateurs, première conseillère municipale de la ville de Zurich, chef du dicaster des affaires sociales. Elle a énormément milité pour la prescription d'héroïne médicale. Elle a su se faire entendre des autorités fédérales. Et c'est cette histoire, ainsi que d'autres, qui nous ont permis de développer la politique des 4 piliers. L'année 2003 devrait voir l'ouverture à Lausanne d'un local d'injection. Il a fallu 15 années supplémentaires pour que l'espace de consommation sécurisé ouvre le 1er octobre 2018. Il a surtout fallu le courage de notre conseiller municipal, Oscar Tosato, qui a ressorti le projet, qui a risqué gros politiquement tout au long du processus engagé, et puis qui, accompagné du service social, d'ABS bien sûr, et de tous les autres partenaires, a réussi à le mener jusqu'au bout. Entre-temps, les dispositifs ont évolué, d'autres prestations ont vu le jour. C'est possible qu'à une seule condition, c'est qu'on parte du terrain, de bas en haut. Écouter ce qui se passe dans la rue, et c'est exactement ce qu'a fait Oscar Tosato. Sillonner les rues de sa ville, discuter avec les gens, écouter ce que disent les professionnels, les experts et ses services, se coordonner aussi d'une manière efficace avec le canton, et ainsi apporter la réponse la plus réaliste possible. La réponse la plus réaliste, ce n'est pas forcément la réponse idéale, mais c'est celle qui nous permet, dans un premier temps, d'ancrer une prestation. Les perspectives pour demain. On le sait aujourd'hui, l'interdiction de consommer des substances psychotropes engendre de nombreux dommages. On sait que ça ne met absolument pas un frein à la consommation. Concernant le cannabis, les villes demandent, et pour certaines depuis longtemps, de pouvoir expérimenter d'autres formes de réglementation. On ne peut plus nier aujourd'hui que les formes non régulées ont des répercussions socio-sanitaires très négatives sur les consommatrices et les consommateurs. En réponse au postulat Reichsteiner, que je vous conseille tous de lire, rapport qui propose une analyse globale et détaillée sur les développements de la politique suisse, mais aussi de la politique internationale en matière d'addiction, et qui défend une politique basée sur les droits humains et sur la santé publique. Et ça tombe bien, parce que c'est justement une telle politique qu'on aimerait mener à Lausanne et qu'on tente de mener à Lausanne. La Commission globale sur la politique des drogues avait déjà montré un tel schéma. On voit très bien ici qu'un marché noir non régulé, mais aussi un marché légal qui est non ou peu régulé, entraîne des coûts sociaux et sanitaires très importants. On se doit donc aujourd'hui de réfléchir à comment mieux protéger la santé des consommatrices et des consommateurs à l'avenir. Et les villes peuvent et doivent jouer un rôle important dans ce débat, même si une ville n'a pas beaucoup de pouvoir au niveau des lois. Elle a par contre énormément de responsabilités face à ses citoyennes et ses citoyens. Dans une ville, on cherche à résoudre, vous le savez, des problématiques souvent très concrètes et qui demandent des réponses rapides, des réponses opérationnelles rapides. On est déjà dans une démarche engagée où on cherche à optimiser nos processus pour apporter ces réponses entre les services, les partenaires, ensemble. Et il est important vraiment, je pense, qu'on poursuive nos travaux dans cette direction. On sait en Suisse, on n'a pas une culture où on a beaucoup bâti, construit nos institutions. Avec les pairs consommateurs, on voit avec nos partenaires qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites déjà à ce sujet, mais je pense, et on l'a vu avec nos collaborations, notamment avec l'association de pairs Système D, que ça nous apporte une réelle plus-value et que ça donne davantage une place aux usagers et à leur réalité. On peut sans aucun doute encore optimiser nos collaborations. Pour ça, on a besoin de définir tous ensemble des objectifs communs. On est en train de le faire entre les services internes de la ville qui sont présents et je vous en remercie, aussi dans le réseau plus largement et puis avec les partenaires du dispositif, sans lesquels on serait bien démunis pour mettre en application les objectifs de la politique communale en matière d'addiction. Je vais vous parler de l'espace de consommation sécurisé. 1986, c'est l'ouverture du premier espace de consommation sécurisé en Suisse, à Berne. Une date qui est importante parce qu'on oublie souvent que la Suisse reste un des pays pionniers dans ce type de structure en termes de réduction des risques. 1999, avec l'ouverture du passage, ouverture faite par l'association ABS, qui est un premier pas dans le dispositif addiction, qui a été construit en partant des besoins des usagers de drogue, avec les usagers de drogue, et qui est le point de départ du dispositif. Et 2018, parce que c'est une date importante aussi, c'est quelque part l'aboutissement aussi de quelque chose, d'un engagement fort de la part des politiques, de la part des acteurs de la réduction des risques, de la part des usagers aussi, avec l'ouverture de l'espace de consommation sécurisé à Lausanne. Le projet pilote d'espace de consommation, c'est un projet de 3 ans. C'est un projet qui a commencé en 2018, qui s'inscrit
assez naturellement dans un dispositif addiction existant, qui quelque part vient compléter un dispositif en amenant une certaine plus-value. Donc il existait déjà tout un dispositif dont une petite partie est gérée par la Fondation ABS. Ça vient amener une plus-value en termes d'hygiène de consommation, de travail sur le moment même de la consommation. On sait que la réduction des risques, elle tient compte du produit, elle tient compte de l'usager, elle tient compte de l'environnement dans lequel les personnes consomment. Avoir un environnement propre, un environnement sécure, un environnement où les personnes ont du temps pour consommer. On est bien loin effectivement des espaces publics, parfois insalubres, des forêts. Ça permet aussi aux personnes de pouvoir consommer de manière apaisée, de manière tranquille, en sachant aussi qu'il y aura des professionnels qui seront présents au cas où il y a un problème qui se pose. C'est un projet qui s'est construit alors avec l'ensemble du réseau. On a essayé d'intégrer aussi les usagers pour faire évoluer sur ces 3 ans de projet pilote le projet pour qu'il corresponde au mieux à leurs besoins, à leurs envies. C'est un projet qui risque d'évoluer encore parce que les problématiques d'addiction, les problématiques de consommation évoluent constamment. On voit aujourd'hui qu'on a une importante consommation de produits stimulants. La cocaïne est très présente avec des profils un peu différents des personnes. Donc c'est un dispositif et un projet en l'occurrence qui doit continuer à évoluer, toujours pour essayer de garantir le plus de sécurité, de réduire un maximum les risques en partant des pratiques des consommateurs de drogue et de viser forcément, in fine, la dignité des consommateurs en général. Je voulais juste remercier Monsieur Tosato aussi. Je sais que ça a été un long combat politique, moral, et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est des choses qui sont ancrées, qui nécessitent d'être développées, d'être adaptées en partenariat toujours avec les principaux concernés, les usagers et les acteurs de la réduction des risques. Je remercie aussi toutes les personnes et tous les collègues, collaborateurs qui ont participé de près ou de loin, soit en transmettant de l'information aux usagers, en les encourageant à se rendre à l'espace de consommation, en les informant sur ce qu'ils pouvaient y trouver. Donc remercier tout le monde pour le fait que ce projet existe et qui va probablement continuer, en tout cas on le souhaite de tout cœur. Le répit est né du constat du réseau et des bénéficiaires qu'il n'y avait pas assez de place la nuit pour les personnes sans domicile. Alors, ce constat a été fait à fin 2012. 2015, un premier essai à Renan avec une toute petite prestation. On pouvait accueillir une quinzaine de personnes. En 2017-2018, on a ouvert la première fois à la soupe, avec un accueil inconditionnel et gratuit, grâce au partenariat avec la ville de Lausanne. Il y avait réellement des gens qui ne trouvaient pas de place dans le système d'hébergement d'urgence, parce que c'était plein ou parce qu'ils avaient de la peine à se rendre dans les bureaux de réservation. Ensuite, on a réussi à ouvrir un nouveau local, toujours en partenariat avec la ville. Et puis l'année suivante, comme vous le savez tous, on a vécu un événement particulier qui était la pandémie. On a accompagné la protection civile dans l'ouverture de la salle de gym au Bugnon. On a ensuite pu ouvrir l'année suivante à Beaulieu, un lieu qui était extrêmement grand. On est passé de 120 mètres carrés à 3200 mètres carrés. Des tapis de yoga qui ont été posés devant la porte, à des chambres de 10 places, à des douches avec des toilettes en suffisance. On a pu faire de l'échange de matériel d'injection, de dépannage, grâce au partenariat avec le canton et avec la Fondation ABS. Les travailleurs sociaux ont leurs outils qui ont des limites. Et puis, grâce à Police, on arrive à faire tourner les nuits, à accueillir jusqu'à 170 personnes par nuit. Ce printemps, un moment qui pour moi a été extrêmement fort, j'ai été au répit une nuit et j'ai vu un petit bout de chou de 3 ans se promener en pyjama. Elle était au chaud, elle était en sécurité, elle était en pyjama et elle a été accueillie de manière complètement inconditionnelle et gratuite. Je vais vous parler donc de ces fameux essais pilotes cannabis dont vous avez entendu parler dans
dans les médias et de l'essai à Lausanne. Si vous demandez aux Suisses, quand on les interroge par téléphone dans l'enquête suisse sur la santé, il y a à peu près 20 000 Suisses qui sont interrogés, s'ils ont consommé du cannabis dans le dernier mois, il y en a environ 4% qui vont vous dire « oui, j'ai consommé du cannabis dans le dernier mois ». Ça fait à peu près 250 000 de personnes. C'est vraiment, si vous voulez, un chiffre qui est une estimation minimale, parce que, évidemment, dans ces enquêtes-là, les gens ne disent pas toujours la vérité, parce que certaines populations n'arrivent pas à les atteindre. On aurait plutôt une estimation de l'ordre de 10 000 personnes qui sont des consommateurs actuels de cannabis à Lausanne. Donc, vous voyez, on est plus aux alentours de 10% de la population adulte. Le cannabis, ça reste une drogue de jeunes. À peu près 50% des consommateurs ont moins de 25 ans. C'est ce qui fait aussi une des particularités du débat autour du cannabis, c'est qu'il y a beaucoup la question « mes enfants » qui se pose avec cette substance. On sait qu'à peu près 10% des consommateurs de cannabis consomment régulièrement, tous les jours ou presque, avec des patterns de consommation différents. Et dans ces 10%, d'après la littérature scientifique qui existe, il y en a à peu près 1/3 à 1/5 qui sont des personnes qui sont dépendantes, sans doute 300 à 500 personnes dépendantes au cannabis ici à Lausanne. Et puis on a toute une série d'autres personnes qui n'ont pas de problème avec le cannabis, qui le consomment et qui peuvent avoir une série de problèmes de santé qui sont liés à cette substance. On estime qu'en Suisse, le marché du cannabis, il pèse environ 40 à 60 tonnes, dont 70% d'herbe. Pour Lausanne, on arrive à peu près à 1 tonne. Alors méfiez-vous toujours des beaux chiffres comme ça, quoi. Évidemment, ça n'existe pas un beau chiffre comme ça, mais ça vous donne un peu un ordre de grandeur du cannabis qui est consommé à Lausanne chaque année. La police saisit à peu près 5% de ce cannabis. On estime que la moitié du cannabis est indigène, c'est-à-dire produit en Suisse, et 10% c'est de l'autoproduction. On est un pays de production de cannabis, c'est plutôt un gros pays de production de cannabis, et qui le fait depuis longtemps. En 2013, il y a eu plus de 30 000, je crois que c'était 33 000 infractions pour usage de cannabis en Suisse. D'où est-ce qu'on vient avec cette politique sur le cannabis? Alors d'abord, on l'a interdit. On l'a interdit, on ne savait même pas très bien pourquoi on l'interdisait, on l'a interdit par peur. Et puis ça tombe mal parce que quelques années plus tard, il y a justement une génération de jeunes qui avait envie de briser les interdits, qui est la génération qui va être un peu la génération de mai 68 et qui va s'intéresser énormément au cannabis et qui va commencer à consommer du cannabis. Et donc on va commencer cette espèce de jeu qu'on continue jusqu'à aujourd'hui, on arrête les gens pour consommation de cannabis. Dans les années 70, on commence à réfléchir, on se dit mais est-ce que c'est vraiment la bonne approche ? Et puis là, il y a toute une série de rapports que vous pouvez lire où en fait tout est expliqué, il y a 50 ans, sur les difficultés qu'on a avec le cannabis et sur comment il faut y répondre. En Suisse, on révise la loi sur les stupéfiants en 1975. On va finir avec un compromis typiquement helvétique où on maintient l'interdiction, mais on met toutes sortes d'articles dans la loi sur les stupéfiants qui permet ensuite aux autorités pénales de, si vous voulez, ne pas sanctionner les consommateurs si elles le veulent. Et puis on a des premiers pas de modèle de tolérance, puis on a des décriminalisations dans une dizaine d'États aux États-Unis. Et de cette époque-là reste un modèle particulier, un modèle qui est tout à fait un peu anachronique aujourd'hui, qui est le modèle des coffee shops aux Pays-Bas, qui visait de séparer le marché des drogues qu'ils appelaient douces, qui était le cannabis, des drogues dures qui étaient l'héroïne, les amphétamines. Il y a toujours l'interdit. Aux Pays-Bas, le cannabis est complètement interdit. Comme en Suisse, on met en place une tolérance pour la possession et la vente de petites quantités de cannabis. La production, elle se passe toujours sur le marché noir. C'est bien ça un peu l'absurdité de ce système, mais ils n'osaient pas aller plus loin en raison du contexte de la politique de drogue internationale. Et c'est devenu, au fil du temps, le modèle des coffee shops, qui ont eux-mêmes maintenant un certain nombre de règles. Les années 80-90, il y a d'autres problèmes liés aux drogues qui sont là. C'est l'héroïne et le sida, c'est la deuxième guerre contre la drogue, celle du président Reagan. En fait, on ne parle pas de cannabis, on parle d'autre chose. On parle de ces gens qui sont en train de mourir les uns après les autres. La Suisse est un des pays les plus touchés en Europe et on doit s'occuper de ça. Ailleurs, la question du cannabis, elle revient. Et notamment aux États-Unis, et notamment en lien avec le sida, parce que le cannabis, si vous voulez, c'est une substance qui peut être utilisée dans le cadre des traitements pour le sida, parce que ça donne de l'appétit, parce que ça permet de combattre la douleur, parce que ça permet aussi de calmer les gens. Et donc, il y a toute une discussion autour du cannabis qui se passe là-bas, qui va aboutir à une initiative populaire adoptée en 1996 en Californie, qui légalise le cannabis médical, avec une loi extrêmement ouverte qui permet quasiment à n'importe qui d'avoir accès à du cannabis.
En Suisse, pendant qu'on est donc en train de regarder, d'avoir le regard sur le Plattspitz, les scènes ouvertes, les seringues, etc., la consommation de cannabis augmente de manière spectaculaire. Jusqu'alors, quand vous arrêtiez un jeune Suisse, quand la police arrêtait un jeune Suisse et qu'il lui disait de vider ses poches, ce qu'il avait dans les poches, c'était du marocain, du hashish marocain ou du hashish afghan. Et tout d'un coup, à partir du milieu des années 90, il n'a plus ça dans ses poches, il a de l'herbe suisse fabriquée dans ce pays. Vous avez une transformation complète du marché où la question du cannabis, qui était une question, si vous voulez, exogène, un peu comme l'était l'héroïne ou la cocaïne, devient une question indigène avec une production indigène. Aux années 2000, là, donc, la politique des 4 piliers, les locaux de consommation, la prescription d'héroïne, la Suisse a changé et on veut aussi réformer la question du cannabis. Et puis, il y a un projet du Conseil fédéral préparé par Mme Dreyfus, repris par M. Couchepin, qui le porte vraiment dans les chambres fédérales, qui est de dire on arrête de punir les gens pour consommation de cannabis, on se donne les moyens de mettre en place un marché régulé du cannabis. Ce projet va se faire enterrer. On a une espèce de zone grise qui s'est mise en place en Suisse à partir de la fin des années 90 et va se mettre en place cette espèce de marché gris où on aura des marchés de cannabis à chaque coin de rue. On a, si vous voulez, une zone de non-droit qui va soutenir, si vous voulez, ce refus au Parlement. On a ensuite une initiative populaire pour la légalisation du cannabis qui est refusée par la population en 2008. Aux États-Unis, il y a eu une suite de légalisation du cannabis médical et arrive la légalisation du cannabis récréatif. Après un vote très juste en Californie en 2010, en 2012, les premiers États légalisent le cannabis, c'est le Colorado et Washington State. Il y en a 18 aujourd'hui. Aujourd'hui, 40% de la population américaine vit dans un État où le cannabis est légalisé, souvent avec des modèles très commerciaux. Tout d'un coup, vous avez une vague de légalisation qui aura d'ailleurs un écho chez nous avec l'apparition de ce marché du cannabis CBD, dont la forme, dont le fonctionnement ressemble énormément à ce qui se passe aux États-Unis. Puis il y a cette courbe qui explique un peu tout, c'est la courbe de l'opinion publique aux États-Unis, comment elle change. Aujourd'hui, vous avez 2/3 de la population américaine qui est en faveur de la légalisation du cannabis. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre Suisse où tout s'est arrêté? Bon, au niveau fédéral, c'est mort, mais il y a des villes qui disent non, 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 non. Et il y aura une volonté de mener des projets au niveau local des villes. La première volonté, sauf erreur, c'est Zurich en 2010. Et puis ensuite, il y aura toute une série de villes qui vont se mettre là-dedans. En 2016, elles forment un groupe interurbain. Et puis, il y a 4 villes qui décident de faire des projets. Et la première de ces villes qui va soumettre un projet, c'est la ville de Berne. C'est des projets très petits, hein. C'est des projets qui essayent de passer par un trou de souris qui existe dans la loi sur les stupéfiants. Donc c'est souvent quelques centaines de personnes, c'est très contrôlé. On est quasiment dans la, si vous voulez, dans la recherche clinique plus que dans la régulation du cannabis. L'OFSP dit non, avec la loi sur les stupéfiants actuelle, on ne peut pas faire ça. Par contre, c'est intéressant. Conseil fédéral Berset qui dit ça, mais on a besoin d'un mandat du Parlement, il faut changer la loi sur les stupéfiants si vous voulez faire des essais comme ça. Et là commence tout un processus politique qui va aboutir à l'automne passé avec l'adoption d'un nouveau article de loi qui dit c'est possible de faire des tels essais à condition qu'ils soient d'une durée limitée, qu'ils soient au niveau local, qu'ils soient des projets de recherche. Avec la base légale, il y a une ordonnance qui dit qu'est-ce qu'on peut faire, et cette ordonnance, elle a pas mal élargi le périmètre par rapport à ce que les villes voulaient faire initialement, mais elle reste, si vous voulez, quand même assez restrictive. Elle donne une durée, maximum 5 ans, elle donne une taille, maximum jusqu'à 5000 personnes. Elle dit qui peut participer, seulement des consommateurs, adultes, qui n'ont pas de maladie par ailleurs, ou de maladie où le cannabis les mettrait en danger. Elle dit des choses sur les produits qui doivent être suisses, bio, etc. Elle dit des choses sur les quantités, elle dit des choses sur les points de vente, et puis elle dit beaucoup de choses sur comment il faut surveiller ces consommateurs et leur mettre à disposition des mesures de prévention, de réduction des risques. Je dis parfois, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça va être les consommateurs de cannabis les plus surveillés au monde. Hein. Ils vont être exposés à un nombre d'interventions assez spectaculaires qui vont d'ailleurs rendre problématique la mesure de l'effet d'une régulation tellement on va intervenir auprès d'eux. Il y a beaucoup de contraintes, il n'y a pas de financement fédéral, il faut des autorisations de l'OFSP qui est assez tatillonne dans sa manière d'agir, et puis il y a beaucoup de questions pratiques. Alors j'arrive maintenant
au projet pilote lausannois, parce qu'on a pas mal réfléchi sur ça. Au niveau lausannois, on est bien, parce qu'on a eu des impulsions politiques qui ont été faites. Il y a eu 2 postulats qui ont été déposés au conseil municipal. On a au niveau cantonal aussi un objet politique, la motion Jacou, qui demande aussi la participation de l'essai, du canton aux essais pilotes. La première question qu'on s'est posée pour l'essai lausannois, c'est de savoir, mais quel type d'essai on voulait à Lausanne. Alors la première approche qu'on pourrait avoir, c'est une approche réaliste. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'on ait un marché commercial du cannabis en Suisse d'ici quelques années. Et si vous voulez faire quelque chose d'intelligent avant qu'un marché commercial apparaisse, c'est de l'étudier et de comprendre comment le maîtriser pour que vous ne vous retrouviez pas avec du cannabis à côté de la caisse de la COP trop rapidement. La deuxième approche, c'est une approche qui est choisie aussi par certaines villes, c'est de dire, OK, on oublie l'alcool, on oublie le tabac, et puis pour le cannabis, on essaye d'inventer un modèle de régulation complètement différent. Alors les gens de la santé, ils aiment bien la pharmacie, les gens du social, ils aiment bien les associations de consommateurs. Mais il y a peut-être d'autres modèles encore. Il y a la dernière qui était simplement pragmatique, qui était de dire, bon, Lausanne n'a peut-être pas besoin d'inventer son propre projet, on se met simplement derrière une autre ville et puis on fait comme elle. Une fois que tous les documents légaux étaient mis en place, on a fait une analyse de situation et on s'est rendu compte que l'approche réaliste, qui était celle en fait, qu'on voulait faire, celle où on apprend à gérer un marché légal, en fait, avec l'ordonnance, elle n'est pas possible. Elle est beaucoup trop rigide, elle ne laisse aucune place, si vous voulez, à des acteurs commerciaux pour qu'on puisse un peu les gérer, les maîtriser, les réguler. En fait, elle est complètement rigide, et cette approche-là, elle est quasiment impossible. Donc, il y a la deuxième qui est pragmatique, c'est de faire ce que font les autres villes, mais les autres villes, franchement, c'est souvent des très petits projets. C'est souvent lié à des ventes en pharmacie où on sait que beaucoup de consommateurs ne voudront pas aller. On peut faire mieux que ça. Ce qui nous reste, en fait, c'est cette approche prospective, c'est d'essayer d'inventer un nouveau modèle pour la régulation du cannabis qui soit un peu différent de ce qu'on fait pour l'alcool et le tabac. Et puis là, on regarde aujourd'hui au-delà de l'Atlantique parce qu'il y a une région du monde qui est en train de faire quelque chose d'assez intéressant. C'est le Québec. Le Québec, il a historiquement un monopole de la vente d'alcool. Si vous avez été là-bas, vous avez peut-être acheté de l'alcool dans une société des alcools, un magasin de la Société des alcools du Québec. Et puis, ils ont un peu reproduit ça. Et puis, ils ont créé un monopole à but non lucratif, c'est-à-dire, le but, ce n'est pas de se faire l'argent, c'est de mettre en place des points de vente. Et puis, l'argent qu'on fait avec ça, on le réinvestit dans la prévention, la réduction des risques, etc. On limite les produits, on ne vend pas n'importe quoi, on limite le taux de THC. C'est un concept intéressant qu'on peut essayer, dans le cadre de l'essai, de reproduire ici à Lausanne. On réfléchit à ce modèle de vente de cannabis, on essaie de trouver un partenaire pour mettre en place ce modèle de vente, avec les éléments de sécurité, de financement, d'approvisionnement. On est très impliqué dans le groupe interurbain pour développer une étude qui soit commune entre les différentes villes pour qu'on puisse aussi comparer ce qu'on va faire. Et puis on essaie de développer avec différents acteurs, différentes interventions qu'on fera dans le cadre de ces projets, puisque pour une fois, on va avoir accès aux consommateurs de cannabis qui ne seront pas cachés. On est en train de développer à Addiction Suisse le protocole de recherche qu'il faudra soumettre à une commission d'éthique et à l'OFSP pour pouvoir faire cet essai. L'objectif, c'est de soumettre le protocole, parce qu'il y a vraiment tout un travail à faire à ce niveau-là, à la commission d'éthique et à l'OFSP vers la fin de cette année ou plus tard au début de l'année prochaine, de finaliser les aspects pratiques de l'essai d'ici à l'été 2022, de commencer le recrutement des participants quelques mois avant l'ouverture pour avoir une sorte de prévisibilité sur les quantités qu'il faut commander, et puis d'avoir le début de l'essai fin été, début automne 2022, et puis une durée aussi longue que possible, parce qu'on vient de finir une revue de littérature sur ce qu'on sait de la légalisation du cannabis aux États-Unis, au Canada et en Uruguay, et puis les effets ils sont très lents. Donc il faut faire un essai aussi long que possible. On espère qu'on va pouvoir tenir cet agenda et puis qu'on va pouvoir faire un essai extrêmement intéressant pour la ville de Lausanne. Nous avons eu à Renan l'occasion d'avoir une maison qui appartenait à la ville de Renan. Comme nous avions envie de faire un projet destiné aux populations en difficulté, c'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire avec cette maison? Qu'est-ce qu'on peut faire dans une petite maison, dans un quartier résidentiel? Et c'est comme ça que le projet a démarré avec le RELED et aussi avec la municipalité de Renan et le canton, parce qu'en fait, à partir de cette idée de faire un projet d'hébergement pour des femmes
À Renan, il a fallu négocier avec les autorités de la ville qui ont été d'accord. Il a aussi fallu négocier avec le canton qui était aussi d'accord d'aller dans cette direction parce qu'il reconnaissait l'existence de ce problème. Mais il disait aussi qu'il faut qu'on puisse réfléchir de manière à ce que cette structure réponde vraiment à des besoins. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec le RELETS et à travailler surtout avec les Lyonnes, c'est-à-dire à élaborer ensemble les contours de cette maison. Voilà comment le groupe des Lyonnes est né, le groupe de pères, le groupe des femmes qui est représenté aujourd'hui par deux Lyonnes. Et puis, en fait, ce groupe se réunit depuis bientôt 8 mois, à raison d'une fois toutes les 2 semaines, réfléchit ensemble, discute ensemble, dessine les contours d'abord d'un accueil idéal pour des femmes, et puis cette structure est une espèce de, j'ai envie de dire, de laboratoire dans lequel on réfléchit aussi à ce qui fait qu'à un moment donné, les institutions existantes ne permettent pas de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se joue dans cette interaction-là ? Comment faire autrement ? Et donc ce laboratoire qui existe déjà, on espère qu'il va bientôt pouvoir entrer dans cette maison qui existe aussi pour devenir un jour une structure d'hébergement et d'accueil pour des femmes vivant dans la précarité. Dans la rue, les femmes que je rencontre depuis longtemps, elles sont dans une forme d'itinérance. Elles développent toujours les stratégies pour rester invisibles. C'est au fil du temps et des années à tisser un lien de confiance avec elles, à avoir une forme de légitimité, de reconnaissance que j'ai pu apprendre, qu'elles m'ont formée, que toutes les personnes d'ailleurs que je rencontre dans la rue me forment et me déforment surtout de mon envie de venir en aide, alors qu'elles nous invitent à construire avec elles des perspectives d'avenir et d'accompagnement qui les prendraient en considération. Cette invitation de Karine, de la ville de Renan, d'imaginer un espace qui serait réservé aux femmes, évidemment que je l'ai saisi en disant mais on ne peut pas le construire ou l'envisager sans les impliquer dans cette démarche. C'est comme ça qu'a démarré cette petite aventure. Des femmes ont répondu présentes au fil du temps et des mois. Elles se sont appelées les Lyonnes. Pour nous, c'est un peu une évidence, mais c'est elles qui se sont dit on est des Lyonnes parce que cette démarche, cette action communautaire permet de révéler leurs expériences et surtout de les transformer en savoir. J'essaye toujours de comprendre pourquoi certaines femmes renoncent même à l'aide, aux soins. Avoir l'occasion de construire à travers cette démarche communautaire, ensemble, un espace qui les prendrait en considération, c'est pour ça qu'on a démarré cette aventure. Tout d'abord, on m'a donné le numéro de Patricia, puis je cite la personne, donc c'est Gaëlle de Système D, qui m'a dit tu ne serais pas intéressée à participer à un projet pour les femmes qui sont à la rue. Puis moi, je lui ai dit tout bêtement, pourquoi pas. Et puis un beau matin, j'ai appelé Patricia, puis j'ai appris qu'au fait, ce serait pour ouvrir un espace, une maison pour les femmes qui sont dans l'itinérance, comme ça. Et elle m'a demandé si j'étais d'accord de témoigner de ce que j'ai vécu et de ce que je vis toujours, parce que je connais la rue, et qu'est-ce qu'on pourrait apporter pour améliorer les prestations d'une maison ouverte aux femmes. Qu'est-ce qui nous ferait envie? Qu'est-ce qui ferait qu'on soit plus en sécurité? J'ai exposé ce que je ressentais moi, avec les autres Lyonnes. Et avec tout ça, le projet, il avance. C'est important pour moi de participer à ça, parce que ça me donne une certaine valeur, une certaine fierté. Et j'espère pour la suite que pour les femmes qui pourront peut-être accéder à cette maison, ça les aide aussi. J'ai rejoint le projet aussi au tout début grâce à Patricia, que je connais d'un autre projet aussi animé par des pères. J'ai été assez vite touchée par le sujet, ayant connu la précarité, mais pour moi, c'était il y a de ça 15 ans. Et en rejoignant les autres Lyonnes, je me suis aperçue que, en 15 ans, il n'y avait rien qui avait bougé, que les problématiques étaient toujours les mêmes, et que ces femmes, elles avaient des réels besoins qui devaient être pris en compte, et puis qu'il fallait plus que ça tarde, en fait. On s'est très vite rendu compte que non seulement c'était une nécessité, mais que c'était urgent. Dans ce genre de situation, quand on est une femme et puis qu'on se retrouve dans les abris bas seuil, les structures bas seuil, on n'est pas à l'aise du tout, on n'est pas tranquille du tout. Et l'autre alternative, c'est la générosité de certaines personnes qui ne sont pas toujours très... je ne vais pas vous faire un dessin. Je pense que c'est un réel besoin et c'est un plaisir de faire partie de ce projet
et de pouvoir témoigner avec notre propre vécu afin que, comme disait ma collègue, dans l'avenir, ces femmes-là puissent avoir un endroit où vraiment pouvoir se recueillir, pouvoir se confier et pouvoir se poser ses valises un moment, pouvoir se retourner et puis qu'on puisse les accompagner dans ce nouveau départ. S'il aboutit, pouvoir valoriser d'une certaine manière le travail des pères aussi. Et peut-être un jour que d'autres femmes qu'on aura su aider s'y mettront aussi. Et grâce à leur vécu, on pourra faire évoluer encore. Et puis peut-être aussi dans d'autres projets. Ce qu'elles révèlent, les lionnes et les femmes aussi que je rencontre dans la rue, c'est leur besoin d'intimité, de protection, parce que leur statut de femme les met face à des difficultés supplémentaires, mais aussi d'être reconnues en tant que personne et surtout avoir une place, ce sentiment d'être utile, participer au développement des politiques sociales, participer à l'évolution des problématiques et prendre en considération leurs savoirs expérientiels, ce dialogue des savoirs et cette complémentarité qui met tout le monde au mouvement en fait. C'est vraiment se cheminer sans savoir vraiment la destination à l'avance. Oui, il y a une maison, mais le processus pour y arriver, pour ne pas rejouer les mêmes choses qu'on connaît, parce qu'on est chacun pris de d'où on vient, d'où on parle, et puis pouvoir être de cette confrontation, de cette coopération nécessairement conflictuelle, de des bonnes conditions, elle est précieuse et on apprend, on est en train d'apprendre en fait. L'accueil des femmes, c'est vraiment une importance capitale pour chacun d'entre nous, pour notre société. Bien sûr que les femmes, elles ont toute leur place, elles ont toutes leurs connaissances, toutes leurs compétences. Quand il y a des femmes, il y a une atmosphère qui est différente. En fait, il y a des synergies qui sont différentes. La Marmotte, on n'a pas cette opportunité d'avoir cet espace séparé, mais dans tous les cas, ce qu'on a mis en place, c'est des douches séparées, c'est des WC séparés, c'est maintenant depuis le mois de janvier la visite d'une infirmière de Médecins du Monde. C'est aussi favoriser bien sûr tout l'accès aux produits d'hygiène. C'est de leur permettre aussi de bien sûr être dans des chambres qui sont réservées uniquement aux femmes. Je peux observer des femmes qui sont vraiment très à l'aise, qui sont en train de manger, de discuter, de téléphoner, qui rayonnent de quelque chose de particulier. Et puis je vois aussi d'autres femmes qui sont très renfermées, comme vous l'avez dit, qui sont mal à l'aise, qui se sentent pas très bien, et puis qui pourtant ont besoin de cet hébergement. Je trouve vraiment fantastique qu'aujourd'hui on puisse réfléchir à des hébergements différenciés et qui permettent de répondre au mieux aux besoins spécifiques, et en particulier des femmes. Et puis j'aimerais aussi pouvoir ajouter et des enfants qui les accompagnent malheureusement parfois. Ce besoin de sécurité, je pense que ça c'est très important pour les personnes qu'on accueille, d'autant plus dans les structures dites à bas seuil. Moi je vais témoigner de deux choses qui me semblent importantes d'un constat qu'on a fait à Portes Ouvertes. La première chose, je pense, c'est qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas ? Pourquoi les femmes sont peu ou pas présentes dans le cadre de nos activités? Ça, c'est une question qu'on a relevée il y a maintenant 3 années à Portes Ouvertes. Au moment où on accueillait les nouvelles personnes, c'était aussi bien des hommes que des femmes en l'occurrence, cet accueil il se passait pendant l'activité fitness, où on recevait essentiellement des hommes. Donc vous pensez bien que ça ne donnait pas forcément envie aux femmes d'être présentes quand elles voyaient que c'était une activité qui était fréquentée que par des hommes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, dans un cas concret, c'est de dire on a des vestiaires, c'est vrai, mais c'est comment on accompagne les personnes jusqu'au vestiaire pour qu'elles se sentent en sécurité. La nécessité aussi de rassurer les personnes dans le cadre des activités. On a repensé l'intégralité de l'accueil. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ça a eu des effets par rapport à l'accès aux activités. Comment nous, on peut rassurer que tout type d'activité est accessible. Et puis ça, c'est dans la communication qu'on a auprès du public, mais aussi auprès des partenaires, de dire à un moment donné, une activité, quelle qu'elle soit, c'est à nous de nous adapter en tant que professionnels pour que ça devienne accessible pour le plus grand nombre. On a tous à travailler sur cette notion d'accessibilité pour permettre justement aux femmes d'être présentes dans les activités. Rien de savoir que ces femmes peuvent être présentes, ça peut rassurer d'autres femmes aussi dans la présence des activités. Au jour d'aujourd'hui, on a fait le choix d'être plus présent quand des femmes viennent sur certaines activités, donc
au niveau de l'encadrement, d'être justement au plus près pour que justement elles se sentent à l'aise, et ça c'est important. Et puis après, de donner une priorité par rapport au nombre de places. Je pense aussi que la présence féminine dans les équipes, elle est importante, parce que le message qu'on peut avoir, eh ben, elle est aussi importante dans ce qu'elle peut traduire auprès des femmes par rapport à ça. Moi, je voulais remercier la présentation d'Elione. Je pense que de tels projets comme ça ont tout lieu d'être, et puis ça ne peut que faire évoluer les structures d'accueil à Basseuil. Merci pour votre courage et pour vos témoignages. Je pense que c'est un projet qui témoigne de la nécessité de partir du terrain, des besoins du terrain pour répondre de façon adéquate et pertinente à ces réalités, pour assurer aussi une certaine pérennisation, rendre visible l'invisible. Et là, nous, c'est notre pain quotidien dans le travail auprès des personnes actives dans la prostitution. Et la reconnaissance, donc reconnaître vraiment la personne qui vient dans nos structures en tant que personne et non pas comme victime. Donc nous, on est souvent aussi un peu là-dedans. Donc la reconnaître avec sa place tout à fait légitime dans notre société, avec ses forces, avec aussi ses faiblesses, et de l'accompagner là vers où elle souhaite aller. Ont des obstacles parfois qui peuvent entraver l'accueil, ou en tout cas la possibilité pour ces femmes d'aller vers d'autres structures, c'est aussi ce poids de la stigmatisation. Et c'est vraiment aussi de travailler auprès de la société pour déstigmatiser une réalité qui est le travail du sexe, et puis pour finalement remettre au centre la personne qui est souvent une femme, qui doit être respectée et traitée en tant que telle. Vous parliez d'espaces non mixtes. Nous, on a fait un peu un cheminement à l'envers. Fleur de Pavé était effectivement dans l'historique une association pour les femmes, avec un comité strictement de femmes et avec une équipe strictement de femmes. J'ai relevé le pari que non, j'ai souhaité proposer un accueil mixte, parce que je pense que toutes les personnes sont concernées par cette thématique. Les hommes aussi, et d'autres personnes, d'autres identités sont aussi concernées et doivent aussi faire partie de toute cette réflexion. Je pense aussi par contre qu'il faut proposer des espaces où les personnes se sentent en sécurité, et si un espace non mixte peut garantir ça, c'est tant mieux. Je voulais vraiment travailler sur la relation que les femmes ont avec les hommes, et dans le milieu de la prostitution, c'est souvent, comme on le sait, biaisé. Et je voulais vraiment redonner la possibilité, ou proposer une possibilité à ces femmes de construire des relations saines et dans le respect aussi avec des hommes. Aujourd'hui, on a un comité mixte, donc 50% hommes, 50% femmes, et une équipe dans laquelle on a aussi 2 hommes. On a aussi un accueil mixte, mais on s'était posé la question de savoir, pour accueillir peut-être plus de femmes dans nos activités, est-ce que c'était de proposer des activités réservées exclusivement aux femmes? L'exemple, c'était le yoga. Et puis, après réflexion, au départ, on n'a eu que des hommes qui venaient, donc ça ne venait pas de l'activité. Bien au contraire, c'était lié à l'accueil, et puis comment justement on pouvait faire le nécessaire pour que les femmes soient présentes dans nos activités. Aujourd'hui, on a dans la participation des femmes dans nos activités au minimum 12%, et ça va jusqu'à 51%. Donc je ne dis pas que le pari est gagné, mais je pense qu'on est sur la bonne voie, et puis il faut qu'on travaille à travers des partenariats, comme on a pu évoquer tout à l'heure, pour que justement elles soient encore mieux représentées. Nous avons fait le choix de vous présenter durant cette matinée les évolutions et les enjeux des situations de précarité et de dépendance ou addiction à Lausanne et de sa région, puisque Renon était aussi présent, concerné en tant que centre urbain par la concentration de ce type de réalité sociale. Nous avons aussi fait le choix de vous présenter des expertises lausannoises dans le cadre d'une politique de précarité et une politique drogue pragmatique, basée sur des faits réels et inscrits dans un contexte donné. La politique drogue de la ville de Lausanne est concernée par le développement du pilier de réduction de risque en matière de drogue, en se coordonnant avec les autres piliers, la prévention, la thérapie, la répression, avec les partenaires indispensables qui sont par ailleurs aussi parmi nous. La politique ville est concernée par les programmes dits bas seuil, avec son aide médicale et sociale, et qui sont des centres d'accueil et l'espace de consommation. Là encore, il s'agit de se coordonner avec les autres programmes du contexte de prise en charge des personnes concernées,
les programmes dits de SOI-O, approche socio-éducative résidentielle, programmes dits de seuil moyen, amélioration avec traitement de substitution. Comme nous l'avons pu entendre, il s'agit de programmes avec une politique intégrée, avec une vision systémique, bio-psychosociale et un travail en interdisciplinarité qui tient compte des traitements médicamenteux et des thérapies psychosociales données. La ville concentre ses efforts sur la consommation problématique, les abus et ou dépendances qui engendrent des dommages dans les domaines somatiques, psychiques et sociaux. L'ouverture de l'espace de consommation sécurisé était le maillon indispensable qui manquait à Lausanne, et avec l'ouverture de cet espace-là, c'est chose faite. Avec l'exposé de M. Zobel, nous avons entendu l'évolution de la politique fédérale en matière de drogue. Il nous a montré que la réalité de la consommation évolue et la nécessité que la politique s'y adapte. L'essai pilote cannabis nous permet de questionner l'interdiction de la consommation du cannabis et de trouver de nouvelles réponses. Enfin, nous avons entendu l'exemple du travail avec les pairs. La prise en compte de l'expertise profane, le savoir expérientiel auquel les professionnels doivent savoir faire appel. Nous avons entendu la réalité des femmes, les besoins de différencier les réponses, et le but de la politique ville est de permettre aux personnes concernées par la dépendance ou par la précarité d'arriver à une normalisation et surtout à une participation sociale qui est essentielle. Les changements et évolutions sont possibles lorsque on a tous les mêmes objectifs. Répondre aux besoins de la population en situation de précarité et dépendance, travailler avec les partenaires compétents. Ceci a permis de donner des réponses à ces différents besoins. La politique précarité et la politique drogue de la ville, même si elle est concernée principalement par les programmes dits bas seuil et puis de réduction de risque avec ses centres d'accueil et l'espace de consommation, elle est amenée à évoluer et à mettre en œuvre au niveau local de nouvelles réponses aux réalités actuelles et dans son contexte propre de centre urbain. Elle doit impérativement rester pragmatique, basée sur les faits réels. Il a bien été rappelé ce matin qu'il faut du courage, de la volonté pour mener une politique pour la population qui vit dans la précarité et avec des problèmes de dépendance. Il faut de la volonté pour reconnaître cette population qui fait partie intégrante des citoyens de la ville de Lausanne avec leurs besoins propres. Il faut des partenaires compétents, capables d'apporter des réponses à une réalité particulièrement mouvante. Il faut un municipal qui connaisse ce domaine, comme M. Oscar Tosato, pour aller de l'avant, pour porter cette thématique. Le travail doit se poursuivre. Il va se poursuivre dans la ligne établie par Oscar Tosato. J'en suis convaincue que ce sera toujours possible avec l'arrivée de Mme Büchler. Vous savez, c'est aussi un hommage à Oscar Tosato, et je pense que la plus belle façon de lui rendre cet hommage, c'est de parler de ce qu'il a réalisé. Et dans le dispositif addiction, c'est sans aucun doute l'ECS qui nous vient à l'esprit en premier. Et finalement, je te remercie de tout cœur, Oscar. J'ai appris beaucoup à tes côtés. Ton engagement sans relâche pour les personnes dans le besoin, quelle qu'elle soit, est un exemple pour moi. Merci beaucoup. Et puis aussi, évidemment, M. Tosato pour l'engagement infatigable, l'engagement tous les jours et l'accompagnement, et puis la conduite, évidemment, pendant toutes ces années. Et merci beaucoup. Il y a 20 ans, je suivais un cours à l'école sociale de politique et action sociale. Et là, je me suis dit que peut-être les politiciens, ils avaient une carte à jouer. C'était toi qui nous donnais ce cours, Oscar. Et c'est la première fois que j'ai voté pour toi, c'était la dernière fois que tu donnais ce cours, sauf erreur. Et voilà, ça a été un moment aussi chargé en émotions quand je suis revenu à la Fondation Mère Sophia, qu'on s'est rencontrés. Et pour moi, ça a été vraiment un moment précieux. La collaboration n'a pas toujours été
joyeuse, on a eu des champs de tension, je trouve que c'est normal, ça fait partie de la vie en général d'ailleurs, mais on a toujours trouvé des solutions. Et puis on a fait un travail, je trouve, avec les partenaires, avec les autres institutions, avec vos services à la ville. On a fait un travail exemplaire. Et puis une page se tourne, un nouveau chapitre commence. Et puis moi, je suis très heureux d'avoir une future conseillère municipale qui vient aussi du terrain. Parce qu'on oublie aussi que pour moi, M. Tossato, on a pu travailler bien ensemble parce qu'il venait du terrain. Et je me réjouis que la nouvelle conseillère municipale vienne du terrain aussi. C'est l'occasion de remercier Oscar Tossato. Je voulais rendre hommage à son courage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent stratégiquement, il le fait aussi, mais qui souvent lâchent parce que c'est trop risqué. Et je crois qu'à plusieurs reprises, il ne l'a pas fait. Et puis il s'est battu pour ses idées, et je crois que c'est vraiment précieux d'avoir des gens comme ça. Merci Oscar. J'ai eu la chance de travailler pour l'évaluation de la politique drogue suisse pendant une dizaine d'années. Puis j'ai eu la chance d'aller à Lisbonne, bosser pour l'Union européenne, toujours sur les questions de drogue. Et puis j'ai toujours été perçu ou pris ou pu représenter un pays extrêmement d'avant-garde, la Suisse. Et en même temps, je venais d'un coin où on n'était pas vraiment cette avant-garde, où on était un peu souvent l'arrière-garde par rapport à cette question-là. Et puis toi, ce que tu as fait ces dernières années, ça fait que ça a complètement disparu, que je pense que cette ville, elle a rejoint le peloton des villes avant-gardistes en matière de politique drogue dans ce pays, qu'on fait aujourd'hui des choses ici où même les Suisses allemands nous regardent en disant « Waouh, c'est incroyable ce qu'ils font à Lausanne ». Puis je crois que tu as un rôle énorme là-dedans. Tu n'es pas seul, évidemment, il y a des gens au canton aussi qui ont beaucoup fait. Puis je te remercie énormément parce que ça fait, en tout cas moi, partie du plaisir que j'ai chaque matin à aller au boulot, d'être à ce niveau-là. Donc merci infiniment pour tout ce travail, ce courage que tu as eu aussi. Cher Oscar, te voici à l'avant-veille de ton départ de la municipalité de Lausanne. Si je pense à ton parcours et à tes actions, tes réalisations, en tout cas certaines d'entre elles qui me tiennent, te tiennent et nous tiennent particulièrement à cœur, j'ai une image de boucle temporelle et des notions de persévérance, de courage, on l'a dit beaucoup ce matin, et de fidélité. Fidèle, tu l'es en termes d'investissement dans les principaux postes que tu as occupés, dans tes engagements et dans les valeurs qui les animent, ainsi que dans la proximité avec la population, quelque chose qu'on doit vraiment souligner. Toi qui as commencé ta carrière professionnelle en étant instituteur à Bienne, tu as bien des années plus tard repris, au début de ta carrière de municipal lausannois, le dicaster de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation. De l'enseignement, tu as passé au travail social. Tu t'es formé à l'école d'études sociales et pédagogiques, l'actuelle HETSL, et puis tu as travaillé 20 ans au CSP, avant de te lancer en politique. Ou plutôt de te lancer dans la politique institutionnelle, parce que la politique au sens premier, tu la pratiquais déjà dans tes activités au CSP, dans le service social pour les personnes immigrées, la fraternité. Tu as défendu les intérêts des personnes issues de la migration. Tu t'es engagé dans différentes causes citoyennes pour favoriser leur participation et leur intégration. Ce que tu as eu, bien sûr, à cœur de reprendre lorsque tu étais municipal. Tu avais le bureau lausannois pour les immigrés dans ton panier, si j'ose dire, ce qui était une sorte de continuité. Fidèle, disais-je, après 20 ans passés au CSP, tu t'engages en politique. Et je vous l'accorde, la longévité d'Oscar en politique n'a pas dépendu que de lui. 3 fois réélu, tu ne l'aurais pas cru toi-même, qui pensait ne pas être réélu la première fois. Et voilà, ça donne aussi 20 ans de municipalité. Bravo. Certains engagements de ta part ont été visibles à différentes étapes de ton parcours. En ce qui concerne le droit à la scolarité pour tout enfant, quel que soit son statut, tu as accompagné la scolarisation, tu le citais toi-même ce matin, donc ça te tient à cœur, la scolarisation dans les écoles vaudoises des enfants clandestins dès 1991 en tant que travailleur social de la fraternité. En 2014, 20 et quelques années après, tu as repris le flambeau pour concrétiser la scolarisation d'enfants roms à Lausanne. Ou encore en 2010, tu as défendu la possibilité pour les jeunes sans-papiers d'effectuer un apprentissage, ainsi que sa mise en pratique tout à fait concrète dans les services de l'administration lausannoise, alors que le cadre légal n'existait pas. Ton statut d'homme politique et ta position publique
ont donné naturellement à ces causes une visibilité et une portée particulière qui les ont largement servies. En 1986, tu travaillais au CSP et ça donne bien la mesure de l'éventail de tes intérêts et de tes engagements. Tu représentais le CSP au comité vaudois du 14 juin. Et voilà, 35 ans plus tard, c'est en tant que municipal des sports et de la cohésion sociale que tu fais la jonction entre ces deux thèmes en empoignant la question de l'égalité dans le sport. La ville dresse un catalogue de 19 actions et 61 mesures pour atteindre l'égalité dans le sport d'ici 2026. Joli programme. Je terminerai sur une touche plus humoristique qui le concerne, ou plus légère, quoique, ça reste à voir, vous en jugerez vous-même. En 2014, tu as été nominé au Grand Prix du maire de Champignac, ce qui est un honneur en soi, comme tout le monde le sait. À la question particulièrement mal tournée, que je vous lis, mais est-ce que le local d'injection, finalement, ce n'est pas pour faire partir uniquement les toxicomanes, mais ça ne résout pas totalement le problème? Oscar répond, la solution finale, on ne l'a pas encore trouvée. Eh bien, heureusement. Cher Oscar, je te souhaite de bien boucler la boucle, toutes celles qui te restent à boucler, alors on le dira au pluriel, de bien terminer ton mandat et je t'adresse tous mes vœux pour ce qu'il te plaira d'entreprendre par la suite. Merci pour toutes tes actions, tes engagements, ton courage politique et personnel aussi, et longue vie à toi.